Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Eh bien aujourd'hui, on va vous faire rentrer dans le monde des influenceurs. Oui, ces producteurs de contenu que vous ou vos enfants avez sûrement croisés au hasard de vos passages sur Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok et qui nous font partager leurs conseils, bons ou parfois moins bons, leur style de vie mais aussi leur expertise dans tous les domaines qui existent, que ce soit la beauté, les relations amoureuses ou la vulgarisation scientifique. Alors, sont-ils les nouvelles stars du divertissement ou de l'information? Doit-on parler d'influence ou de manipulation? Et les influenceurs laisseront-ils une trace dans l'histoire? C'est ce que nous vous ferons découvrir avec nos invités. Le numérique pour tous, spécial influenceur, c'est parti et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on va vous faire découvrir les coulisses du monde des influenceurs. Et oui, ces leaders d'opinion digitaux, parfois suivis par des millions de followers qui informent, certes, mais influent également nos comportements. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Assens. Christophe, bonjour. Vous êtes professeur de stratégie et auteur du livre délicieux Réseau, les nouvelles règles du jeu, qui est paru aux éditions VA Éditions. Alors, pour commencer, Christophe, j'ai envie de vous demander quand est apparue cette nouvelle génération de leaders d'opinion sur Internet? Écoutez, bonjour Vanessa. Ces leaders d'opinion, ils sont apparus plutôt au début du 21e siècle. En fait, avant, on avait plutôt des célébrités qui étaient marquées par 2000 ans d'histoire et qui incarnaient des personnalités un peu extraordinaires au-dessus des autres, dans le domaine du sport, de la culture, de la politique. Un exemple récent dans l'actualité, c'est Elisabeth II, la reine d'Angleterre, donc qui incarne un peu ces célébrités hors du commun et qui a régné pendant 70 ans. Puis ensuite, on a essayé de rapprocher un petit peu ces célébrités du monde réel à travers les journaux à scandale, les paparazzis, révéler la vie cachée. Donc c'était l'exemple de Lady Diana, par exemple, qui a gagné en popularité par rapport à Elisabeth II. Et puis ensuite, le public a voulu avoir des célébrités qui ressemblaient à la vie quotidienne, et on est entré dans l'ère de la télé-réalité, l'exemple de Loana avec le Loft par exemple. Et donc ça a beaucoup plu, et donc on a encore gagné en rapidité pour construire une célébrité. Et puis aujourd'hui, on est effectivement entré dans l'ère des influenceurs, c'est-à-dire des personnalités ordinaires du quotidien, mais dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître, et qui construisent leur célébrité sans l'intermédiaire des médias, à partir des réseaux sociaux. C'est l'exemple de McFly et Carlito. Et plein d'autres dont nous allons parler dans oui, cette émission. Puisque en fait, en France, il y a à peu près 150 000 influenceurs. Alors très concrètement, ce marché, il se compose comment aujourd'hui, justement? Alors, ça touche un peu tous les domaines de la vie quotidienne, le bien-être, le sport, la cuisine, la santé, enfin tout ce qui peut intéresser le public en termes de vie quotidienne, principalement. Et ce qui est important à savoir, c'est que les influenceurs jouent un rôle très important au niveau des plateformes numériques, un peu comme des produits d'appel dans les donc les grands supports, supermarchés. YouTube, Instagram, Voilà. Facebook. Et donc ces plateformes se battent pour acquérir des parts de marché, les unes contre les autres. Et les influenceurs jouent un rôle très important pour attirer de l'audience et pour permettre aux plateformes de se développer. Et donc si un influenceur n'est pas content, influenceur célèbre qui possède par exemple plusieurs millions de followers, s'il n'est pas content de la stratégie de la plateforme et s'il s'en va ou s'il fait savoir, la plateforme peut perdre une grande partie de sa valeur boursière rapidement, en quelques jours. Donc l'influenceur, effectivement, il s'adresse autant aux internautes pour leur donner des conseils, leur prodiguer des conseils ou les divertir, à travers le placement de produits notamment, mais il s'adresse aussi au monde économique des plateformes, c'est-à-dire tout ce qui relève de la collecte de données et de la publicité à partir des réseaux sociaux. Donc il est important effectivement, dès lors que l'influenceur fait rentrer sur une plateforme, qu'on maintienne longtemps le follower, on va dire, pour lui partager
de la publicité et d'autres informations. Absolument. C'est un peu comme le même principe que dans un hypermarché où vous recevez un catalogue de promotion avec des produits ultra connus. Donc vous allez dans le supermarché, vous achetez le produit ultra connu et puis après vous passez dans les rayons et vous achetez d'autres produits. C'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que l'influenceur, il joue le rôle de tête de gondole, de tête d'affiche. Il attire des internautes et ensuite, après avoir écouté la vidéo de l'influenceur, l'internaute va continuer à utiliser les services de la plateforme. Et donc ça, c'est très lucratif, effectivement, pour la plateforme. Avant, on avait la publicité, en fait, Christophe. Donc aujourd'hui, on a les influenceurs qui ont détrôné la publicité. Complètement. On a changé de paradigme. C'est-à-dire qu'avant, la publicité, c'était du top-down. C'est-à-dire tout le monde était passif et puis on était soumis à la publicité et les marques se battaient en termes d'audience et de notoriété à travers la publicité. Aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, tout le monde utilise son téléphone en permanence 3-4 heures par jour minimum. Et donc il y a une bataille très forte avant de pouvoir faire de la publicité sur l'attention. On est entré dans l'économie de l'attention. C'est-à-dire qu'il faut capter l'attention qui est sursollicitée par des milliers de tâches chaque jour à partir du téléphone. Et donc les influenceurs jouent un rôle fondamental. Ils sont capables de capter l'attention au détriment d'autres applications ou d'autres activités à partir du téléphone. Et une fois que l'attention est captée, oui, on peut éventuellement faire de la publicité, directe ou indirecte, mais la publicité, à ce moment-là, elle est choisie. C'est-à-dire que c'est l'internaute qui choisit d'être soumis volontairement à de la publicité et volontairement de donner des éléments sur son comportement, ses préférences, son mode de vie, qui vont alimenter des bases de données qui, je vous le rappelle, sont valorisées à peu près 2000 à 2500 € par an et par personne pour chaque plateforme. Donc en fait, on aide à générer un chiffre d'affaires de 2500 € par an grâce à toutes les informations qu'on laisse sur les différents réseaux. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, absolument, bien sûr. Quand vous regardez le fonctionnement de Google, bien sûr Facebook, Apple, enfin toutes les entreprises, Snapchat, TikTok, Instagram, vous avez des milliers et des milliers de salariés, vous avez des infrastructures, vous avez des investissements colossaux en termes de cloud, de gestion des données. Donc tout ça est rémunéré. De quelle manière? Par l'exploitation des données. Alors Christophe, on se souvient tous de célèbres influenceurs McFly et Carlito qui se sont prêtés justement à l'amplification des messages du président de la République Emmanuel Macron lors de la crise du Covid. Est-ce que la voix des influenceurs pèse réellement dans le débat démocratique? Alors aujourd'hui, je dirais pas tellement. Quand on regarde les résultats électoraux, les jeunes ne se sont pas vraiment déplacés en masse pour les élections présidentielles. Ils ont voté en grande partie pour les extrêmes, à gauche et à droite, un petit peu pour Emmanuel Macron. Donc c'est le problème, le vrai problème, c'est comment on arrive dans la démocratie à inciter les jeunes à s'impliquer et à faire vivre cette démocratie. Et je crois qu'à l'ère des réseaux sociaux, il faut imaginer que le vote électronique va devenir la norme, ou en tout cas quelque chose qui permettra de relever le défi de l'abstention. Et effectivement, quand on en sera là, avec aussi des générations entières qui ont été soumises au code de communication des réseaux sociaux, à ce moment-là, les influenceurs joueront un rôle peut-être beaucoup plus important comme leader d'opinion au moment des élections, et les partis politiques travailleront, je pense, en partenariat avec certains d'entre eux pour définir leur stratégie de communication. Mais on risque peut-être d'avoir une désorientation parce qu'un leader d'opinion numérique qui n'est pas cadré peut promouvoir des idées qui ne sont pas forcément celles du parti. Alors effectivement, c'est un peu la limite de l'exercice, c'est qu'on est entré dans l'ère effectivement de la communication sur l'émotionnel et non pas sur le rationnel. Effectivement, la démocratie en souffre, il n'y a plus de véritable débat de fond sur les projets contre projets. On a plutôt une bataille d'image médiatique. Alors est-ce qu'il faut aller contre le sens de l'histoire et essayer de débattre du fond? Moi je crois que c'est très important pour faire vivre la démocratie, mais pour ça il faut peut-être utiliser les codes des réseaux sociaux pour faire rentrer le débat démocratique
à la portée de tout le monde, un petit peu comme je l'expliquais en début d'émission sur la déverticalisation des célébrités qui deviennent de plus en plus proches du peuple, de la population, parce que c'est une aspiration. Chacun veut pouvoir s'identifier dans la célébrité. Peut-être que demain, chacun voudra s'identifier dans le représentant politique. Donc il y a ce désir d'une société beaucoup plus horizontale aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Alors vous le dites, on veut s'identifier, mais est-ce que tous les jeunes veulent faire influenceur demain? Parce que on voit certaines professions, on fait 10 ans d'études pour être médecin et pour gagner 4 à 10 000 euros. En étant influenceur et sans forcément avoir un background d'études, on peut gagner beaucoup plus. Donc c'est quoi la tendance, hein? Bon, la tendance, si on regarde effectivement les études, le métier d'influenceur n'est pas forcément placé en tête du podium des métiers les plus attractifs. Et pourtant, il a une utilité sociale. Alors, c'est vrai que si on raisonne rationnellement, on va dire que les métiers de première ligne, ce qu'on a vu pendant la période de Covid, les infirmiers, les policiers, les transporteurs, les enseignants, les médecins, etc., sont très utiles dans la société puisqu'ils rendent des services aux autres et sans lesquels la société ne peut pas fonctionner. Maintenant, on peut considérer aussi que les influenceurs jouent un rôle d'utilité sociale par l'humour, par l'ironie, par l'amusement. Et dans une société qui est anxiogène, je dirais que ça permet à beaucoup de jeunes de décompresser quelque part en regardant des émissions d'influenceurs et finalement en retrouvant un équilibre peut-être de vie psychologique en considérant que l'humour est un signe de bonne santé mentale. Voilà. Merci beaucoup Christophe de nous avoir permis de mieux comprendre le monde de l'influence et d'y avoir mis aussi un peu d'intelligence. Restez avec nous sur Sud Radio. Merci. Dans quelques instants, on aura le plaisir d'accueillir une influenceuse qui nous partagera une vision totalement décomplexée de la maternité, mais aussi une agence dont le métier est de proposer des influenceurs aux marques. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, dans le numérique pour tous, on parle des influenceurs. Et dans quelques instants, on va vous présenter une maman influenceuse qui nous partagera ses galères, mais aussi ses solutions pour que le quotidien soit plus simple. Mais avant cela, nous allons vous expliquer comment les marques se rapprochent des influenceurs pour assurer la promotion de leurs produits. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Duvert, fondatrice de l'agence éponyme, donc de l'agence Isabelle Duvert. Isabelle, bonjour. Donc votre métier, c'est de permettre aux marques d'être en relation justement avec les influenceurs. Mais j'aimerais comprendre comment, justement, avant de commencer, les marques et les influenceurs, vous arrivez à les rapprocher. Est-ce qu'il y a un algorithme ou alors comment vous travaillez? Non, il n'y a pas d'algorithme, contrairement aux réseaux sociaux sur lesquels ils s'appuient. En fait, c'est surtout une question de bon sens. C'est un petit peu un rôle de... J'aime bien dire que je suis une sorte de marieuse. L'idée, en fait, c'est de faire rencontrer une marque qui a des valeurs, qui a des besoins, qui a aussi des objectifs. On parle quand même business. Et puis, les bons influenceurs. Voilà. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment, mes clients sont les marques. Ils viennent me voir, ils ont envie de communiquer auprès d'influenceurs. Ils ont entendu parler, ils ont peut-être une liste aussi d'influenceuses type qu'ils aimeraient approcher. Ils savent pas comment faire. Voilà. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de leur expliquer comment ça fonctionne, de les mettre en relation avec ce que je considère être les bons influenceurs pour eux, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur thématique et quelles que soient les valeurs. Oui, donc on n'est pas obligé d'avoir un influenceur qui a une très grosse communauté. Si on a une communauté très engagée, on aura un résultat tout aussi pertinent. Exactement. En fait, les chiffres, oui, c'est important et je ne peux pas le nier, mais il faut absolument garder une dose d'humain et de connaissance du terrain aussi. Parce qu'en effet, les chiffres, déjà, ça peut être faussé. Il faut quand même se le dire, il faut le savoir. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Et puis, on peut en fait avoir, par exemple, une marque qui va vouloir communiquer sur un livre éducatif, qui va s'intéresser à cette communauté de mamans qui fait l'école à la maison, par exemple. Vous auriez quelques exemples à nous partager? Oui, j'ai Madame Maman, par exemple, ou chez Marilène, qui font l'école à la maison avec leurs enfants, qui ont des comptes Instagram qui sont ce qu'on appelle des micro-influenceurs. Ils ont 50, 60 000 followers, ce qui est déjà très bien. Mais en tout cas, ils ont une communauté qui est extrêmement ciblée, qualifiée. Et donc, pour cette marque-là, ce serait intéressant d'aller les voir.
Alors justement, pourquoi les marques aujourd'hui font davantage appel aux influenceurs qu'à la publicité traditionnelle, comme on avait l'habitude de la voir sur les télévisions, les radios c'est un petit peu, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, la publicité, elle est toujours importante. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut mixer. Il y a aussi toute la relation presse qu'on connaît, traditionnelle, la publicité traditionnelle, certes. Les influenceurs, en fait, c'est une autre manière pour les marques de communiquer. Elles vont confier un produit ou un service à, dans mon cas, en tout cas dans mon domaine, à une vraie maman, lambda, fondamentalement. Oui, parce que vous êtes spécialisé sur les marques famille, oui, on le rappelle. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on va s'adresser à des gens qui sont comme tout le monde et qui vont vivre l'expérience, qui vont vraiment utiliser le produit dans leur quotidien, qui vont le montrer dans des stories, dans des posts Instagram ou sur des vidéos YouTube, et qui en fait vont du coup vraiment utiliser le produit. Alors que la publicité, on va avoir une photo du produit, éventuellement une petite mise en scène. Si c'est du visuel, si c'est de la télé, évidemment, on connaît les 30 secondes de vidéo un peu idyllique. L'influenceur, lui, il va vraiment il va s'approprier le produit ou le service et il va en parler au quotidien. Et c'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui intéresse les marques aujourd'hui. Et on arrive à mesurer, il a une obligation de résultat, on arrive à mesurer combien de personnes il a touché, combien vont racheter, peut-être avec les codes promo. Alors il y a les chiffres qui reviennent dans ces cas-là. Alors c'est vrai que les codes promo qu'on voit souvent donnés par des influenceuses, c'est à la fois très bien pour le public puisque évidemment elles vont profiter d'un code promo et d'une réduction et ça va engendrer un acte d'achat, ça va faciliter l'acte d'achat. Et puis pour nous, agences derrière, en effet, pour mesurer l'impact d'une campagne, on a des outils évidemment. On a des liens qui peuvent être traqués et on a en effet éventuellement donc, sur ce code réduc un moyen de savoir combien de personnes ont commandé, ont utilisé une application, ont téléchargé, etc. Okay. Alors votre métier c'est de décortiquer un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a le meilleur, il y a aussi le pire. C'est quoi les domaines sur lesquels vous aimeriez qu'il y ait peut-être un cadre législatif ou une réglementation qui rende les choses un petit peu plus propres? Oui, alors évidemment, là en ce moment on entend parler beaucoup d'une strate des influenceurs avec lequel moi personnellement je ne travaille absolument pas, qui pour moi ne sont qu'un petit pourcentage et ne sont absolument pas représentatifs de l'influence. L'influence, faut pas oublier qu'à la base ce sont même des blogueurs. Il y a une quinzaine d'années ça existait déjà, c'est pas si nouveau que ça. On est aussi tous influenceurs, c'est-à-dire que vous avez une meilleure amie, vous avez acheté un shampoing qui vous convient, vous allez en parler à votre meilleure amie, vous l'avez influencé. Voilà, il faut quand même bien rappeler ça. Et donc, c'est les dérives qu'on voit aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des dérives financières, etc. Là, on voit quand même que la législation arrive. Moi, ce qui me touche particulièrement dans mon secteur, qui est donc le secteur de la famille, c'est l'utilisation des enfants, l'image des enfants. Donc il y a évidemment des choses qui sont très bien faites, avec des parents qui, d'ailleurs, quand ils sont rémunérés par des marques, mettent de l'argent de côté volontairement, sans que le cadre législatif intervienne, l'ont fait spontanément. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de bouger. Enfin, aujourd'hui, ça fait déjà 1 an là qu'il y a une loi qui a été votée là-dessus. Le décret est sorti qui encadre un petit peu plus cette image et l'utilisation des enfants par leurs parents influenceurs, qui les oblige du coup à contractualiser avec des agences de mannequins lorsqu'il y a vraiment une campagne vraiment rémunérée et importante où l'enfant vraiment travaille, tout comme un enfant acteur ou un enfant mannequin. Merci beaucoup Isabelle pour votre regard raisonné sur le monde de l'influence. Merci. Et pour terminer avec notre dernière invitée, nous avons le plaisir de recevoir Daniela Martins. Daniela, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes une maman qui brise le tabou de la maternité sur Instagram. Vous avez une communauté de plus de 300 000 abonnés et vous avez sorti un livre qui est justement intitulé « Être mère, c'est que du bonheur, 3 petits points ou pas ». Vous avez une approche complètement décomplexée de la maternité. Donc quand on a 3 bébés comme vous, d'où l'idée est venue de faire une communauté pour justement démystifier un petit peu le rôle de la maternité? Alors, c'est marrant parce que j'ai jamais réellement cherché à voir une telle communauté. Ça s'est fait vraiment petit à petit quand j'ai commencé à échanger sur mes galères de jeune maman, les bons côtés mais aussi les moins bons côtés parce qu'il y en a pas mal et c'était il y a à peu près 6 ans de ça, 6-7 ans quand j'ai commencé à communiquer là-dessus. Ça se faisait pas trop, les gens osaient pas trop parler des mauvais côtés de la maternité et moi j'ai osé mais tout simplement parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'échanger en fait. Alors justement, qu'est-ce que vous dites sur votre fil Instagram, de quoi ça parle et qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse ou comme coup de gueule? C'est vrai que c'est un compte très axé famille, donc on va voir des moments cocasses, des moments rigolants en famille, mais aussi des moments de galère en famille. Beaucoup de vidéos rigolotes
axé essentiellement sur le couple et les parents, qui marchent pas trop mal d'ailleurs. Il y en a certaines qui ont fait plus de 10 millions de vues. Ah ouais. Donc vraiment, voilà, on trouve surtout de la bonne humeur, des good vibes, mais aussi parfois des moments moins sympas pour qu'on se sente moins seul. Alors concrètement, vous brisez quand même certains tabous. On n'est pas confronté à des haters qui se font un malin plaisir justement d'intervenir pour se donner une légitimité avec, bizarrement non. C'est très 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 rare que j'ai à bloquer quelqu'un. Ça m'arrive quasiment jamais. C'est vraiment très rare. J'ai beaucoup de bienveillance. Même dans la rue, il n'y a pas une seule fois où je croise pas quelqu'un qui vient me faire un mot gentil, qui me dit merci pour tout ce que tu abordes, tout ce que tu m'apportes au quotidien. Et c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, sur votre journée, Daniela, on a le sentiment que quand on poste une photo, il nous suffit, nous aussi, avec notre compte Instagram, de poster une photo et ça y est, on a fait de l'influence. C'est ça, la journée d'une influenceuse? C'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est beaucoup de travail. Mais tout à l'heure, Isabelle a dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut aussi influencer, c'est-à-dire vous pouvez influencer votre voisine avec un shampoing. Après, nous, notre travail en tant que créatrice de contenu, je vais plus loin. Parfois, ça peut prendre une semaine. Vous voyez une vidéo de 30 secondes, elle a pris une semaine entre choisir le scénario, le script, la musique. Un exemple tout bête, on a travaillé avec une marque de luxe de sextoy, d'autres gammes de sextoy, et c'est vrai qu'il fallait tout chercher, l'idée créative, le son, on l'a créé nous-mêmes. Et ça, il faut compter, pour ce que vous avez vu, 30 secondes, ça a pris une semaine. Donc c'est un boulot à plein temps avec vos 3 bébés, c'est quelque chose qui vous occupe? Ça, on s'ennuie pas, c'est un boulot à plein temps sans... Enfin, c'est vrai qu'on gère à peu près le temps comme on le souhaite, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'heures, parfois le soir, bien souvent le soir, je suis encore dessus. Et donc les marques viennent vers vous, vous avez un agent, comment ça se passe votre relation aux marques? Moi je travaille avec des agences, notamment Isabelle, on a travaillé sur plusieurs campagnes, dont Maxi Cosi par exemple, on a travaillé ensemble, mais je travaille avec plusieurs agences en général, je ne suis pas en exclusivité. Et il y a des marques que vous refusez d'avoir sur votre portfolio ou Tous les jours. Tous les jours, je refuse de collaborer avec des marques, tout simplement parce que ça ne me correspond pas, ou parce que ça ne va pas plaire à ma communauté, ni à moi, ou parce que ça ne ressemble pas à mon compte Instagram, tout simplement. Et vous testez les produits, vous avez une forme de responsabilité justement dans les produits dont vous faites la promotion? Toujours, je teste les produits. Et ça m'est déjà arrivé de dire je suis désolée, mais ça ne me plaît pas. Et vous, alors, Isabelle a exprimé effectivement l'encadrement législatif au niveau du travail des enfants. Vous avez peut-être un petit coup de gueule par rapport au métier des influenceurs, parce que vous faites quelque chose de très noble, et puis vous avez une éthique. Et c'est quelque chose sur lequel vous n'irez pas ou Moi, je me reconnais dans certains créateurs de contenu, et même des étrangers, parce qu'on a tendance à l'oublier. Le métier d'influenceur, de créateur de contenu, c'est pas que en France, c'est mondial, et je me reconnais effectivement dans certains, dans d'autres beaucoup moins. Merci Daniela. Merci, donc je rappelle votre compte Martins Daniela sur Instagram. Oui. Venez enrichir sa communauté. Merci. Christophe, le mot de la fin, nos idoles, elles ont changé. C'est quoi la tendance? Je crois qu'on voit un peu à travers ces interviews un aspect essentiel dans la société, c'est la désintermédiation. C'est-à-dire qu'avant, on avait des institutions qui servaient d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Et aujourd'hui, avec le digital, les réseaux sociaux et les influenceurs, on a une désintermédiation. C'est-à-dire qu'on se rapproche les uns des autres pour exercer le droit à la consommation, pour cultiver un goût en commun dans des communautés, pour débattre aussi d'enjeux de société. Et ça, c'est nouveau, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire qu'on est en train de basculer d'une société qui était très verticalisée à une société de plus en plus horizontale, où on a besoin de coopérer, de se faire confiance et de s'écouter les uns les autres. Merci beaucoup Christophe. Donc je rappelle votre livre Réseau, les nouvelles règles du jeu, paru aux éditions VA, et Daniela, votre livre Être mère, c'est que du bonheur ou pas, aux éditions Solar. Et merci Isabelle pour votre participation. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.